Kinshasa. D'ailleurs, il y a quelque chose qui a été rapporté, c'est vrai qu'un jeune homme, un jeune Congolais, du côté de Tumbi là-bas, était parti au Gabon avec ce petit livre rouge. Et en traversant, en fouillant dans les poches, les gendarmes ont vu le livre rouge. Et dans le livre, il y avait un signet. Un tissu comme ça qu'on met pour lire, on appelle ça les signets. Dans la Bible, il y a souvent ça. Eh bien, quand la page. Voilà, quand les gendarmes l'ont vu, en fouillant, ils ont vu, et le signet était sur une page. La première phrase, c'était « Une seule étincelle peut brûler toute une plaine ». Alors on l'a pris aussitôt, on a dit « C'est toi donc l'étincelle qui est venue brûler le Gabon. Viens, tu vas savoir comment brûler le Gabon ». En fait, c'est une histoire qu'on racontait ici pour dire que oui, cette période de sensibilisation était très forte. J'ai refait ce commentaire parce que vous avez rétropédalé en revenant avec cette histoire de Kisundi, où on voit Okemba Morlende, le premier directeur de cette usine. Ça, c'était les débuts de l'usine. Les débuts de l'usine, qui était un homme carré. Au début de la Révolution, son sobriquet, c'était Nzete Mabé. Oui, son sobriquet, au début de la Révolution, et c'était Nzete Mabé. Donc, je reviens aux images qu'on vient de voir pour dire que là, nous sommes en phase de passer du MNR au PCT. Ça, c'est la première des images qu'on vient de voir. Deuxièmement, on voit de plus en plus la présence du militaire dans la politique. C'est la deuxième image qui sort de ce qu'on vient de voir. Il faut d'abord qu'on situe aussi cette présence des militaires dans la politique au Congo, pour comprendre exactement l'envergure de la chose. Les militaires au Congo sont rentrés dans la politique sur invitation des cadres politiques. C'est-à-dire? Les militaires, jusque-là, déjà, il faut dire que le jour où Yulu est parti, les militaires congolais étaient bien là. Non, il a donné les papiers. Il a donné le papier aux militaires qui l'ont donné aux syndicalistes. Parce qu'en réalité, les gens qui avaient amené les gens au palais, c'était bien les syndicalistes. Mais enfin, les militaires auraient pu en profiter pour prendre le pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Ils étaient toujours dans cette logique de l'apolitisme des militaires. Le militaire est apolitique. Bien. Mais le militaire est apolitique. Le comité central du MNR s'est réuni en février 1966. C'est une longue session et aboutit à la conclusion suivante. L'apolitisme que les militaires prônent là, c'est de l'hypocrisie. Il faut qu'ils viennent dans les milieux où on décide de la politique. Comme ça, ils n'auront plus les raisons de faire des coups d'État. En fait, les révolutionnaires congolais, c'est-à-dire les milliers de jeunes, des étudiants, des syndicalistes, étaient frappés énormément par le renversement de Kwame Nkrumah en 1966. Ça a eu un retentissement important. Oui. Kwame Nkrumah fait du socialisme. Kwame Nkrumah a le peuple avec lui. On prend l'exemple ghanéen comme le modèle. Et voilà, Kwame Nkrumah est renversé. En ce moment, l'analyse des révolutionnaires devient la suivante. L'apolitisme des militaires est une forme d'hypocrisie. Il faut qu'ils viennent avec nous dans la politique. Comme ça, on va voir quelles sont les raisons qu'ils ont pour apparaître toujours comme des arbitres. Voilà la logique qui a fait que les militaires rentrent dans la politique. Mais quand ces idées rentrent dans l'armée, il y en a ceux qui disent pas question. Il y en a qui disent oui. Et c'est parce qu'en même temps est née, à partir de là est née la thèse. La thèse, je crois, c'est la thèse 4 du MNR, la charte du MNR. La thèse du peuple soldat.
Parce qu'on se dit, s'il y a une guerre, il n'y a pas que les militaires qui vont... Si on est attaqué du dehors, comme Tchombe nous menace, il n'y aura pas que les militaires. Il faut associer les civils. Mais les civils ils seront obligés de se battre. Par conséquent, le soldat doit aider avec le civil, doit aider le civil, la société civile, à faire le développement. Parce que aussi il y a une thèse au départ très développée que Sékou Touré a soutenue. Que si nous laissons les militaires simplement comme des paresseux qui sont assis et que le peuple doit nourrir, notre indépendance, on l'aura où? Il faut que les militaires participent au développement. Mais en même temps, si le peuple se croise les bras en disant, bon, il n'y a que les militaires qui doivent donner leur sang pour défendre la patrie, ah non, en cas de guerre, le peuple aussi doit être avec les militaires pour défendre la patrie. L'idée du peuple soldat, traduit au niveau des militaires, a donné des déchirements terribles. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y a d'ailleurs un numéro du journal Dipanda, n'est-ce pas? Fantastique, je ne sais pas si on peut retrouver ce numéro, où le président Massamba Debe est là debout avec deux officiers. Il dit pas question, Massamba Debe, pas question de cette histoire. Il dit oui, on doit aller. Donc, les militaires sont rentrés dans la logique et finalement, ces idées ont trottiné. Finalement, la thèse que les militaires doivent faire partie, doivent assister, doivent rentrer dans la politique, a finalement pas triomphé. Et on est arrivé à l'armée populaire nationale. C'est donc pas un caprice des militaires. Les militaires ne sont pas rentrés dans la politique par des coups d'État, contrairement aux thèses qu'on défend. Vous défendez dans des universités. C'est l'invitation, c'est l'invitation des cadres civils que les militaires sont rentrés dans l'armée. Mais là-dedans, ils doivent se comporter comme des civils. La seule période où ils se sont comportés en militaire, c'est sous le CMP. Mais vous êtes dedans, on décide comme les autres civils. Et là, on arrive progressivement à cette idée de passer du MNR au PCT. Ce n'est pas seulement un changement, c'est pas seulement un changement de logo, ce n'est pas seulement un changement de lettres. C'est toute une philosophie. Le MNR était un parti de tout le monde. En gros, dès que tu nais, tu es déjà MNR, n'est-ce pas? On se dit, au fur et à mesure, justement avec cette histoire de Kwame Nkrumah, où l'idée était qu'il ne suffit pas que le peuple aime le socialisme pour qu'on arrive à établir une société socialiste, mais il faut maîtriser l'appareil le plus dangereux de l'État qui est l'armée. N'est-ce pas? Par conséquent, pour que cet appareil dangereux ne fasse pas de ça le coup, il faut qu'il vienne décider, il faut qu'il soit là où on décide. C'est ça l'idée qui est revenue. Au niveau idéologique, on se dit ceci, le MNR c'est tout le monde. Or, nous voulons aller en avant. Mais on ne peut pas aller en avant avec un parti qui draine tout le monde. Nous voulons aller en avant avec des gens qui croient sincèrement à cette idéologie. En ce moment, le MNR a fait son temps. Le MNR et le PCT, ce n'est pas deux partis différents. C'est le PCT, c'est le MNR qui a évolué en devenant plus dur. On se dit le MNR, c'est tout le monde. Par la naissance, on est MNR. Mais cette fois-ci, ne devient membre du parti que celui qui accepte, qui adhère les principes du parti, qui sont édictés. Et vous posez votre demande. Si vous acceptez, vous rentrez. Si vous n'acceptez pas, vous restez dehors. Voilà pourquoi le parti unique au Congo, il faut peut-être le dire franchement, n'a jamais contraint quelqu'un à y entrer. Non, n'a jamais contraint quelqu'un à y entrer. Parce que les principes étaient là, du marxisme-léninisme. Si vous adhérez à cela, eh bien, vous rentrez. Le PCT, c'est une évolution du MNR. Évidemment, il y a eu beaucoup de compréhension.
étant donné que tout cela aussi se faisait avec cette confusion idéologique, chaque courant avait son marxisme à expliquer dans les quartiers, n'est-ce pas? Et en contrepartie aussi, la contre-révolutionnaire avec les églises. Bien, le communiste va venir tuer l'église. Et le langage aussi à l'époque, église opium du peuple. Bon, l'extrémisme des révolutionnaires a introduit l'extrémisme des églises, n'est-ce pas? Mais ce qui est certain, c'est que la révolution congolaise, durant tout ce temps, puisqu'on va peut-être vers la fin de tout cela, la révolution congolaise n'a jamais interdit la pratique de la religion. Non, jamais. On n'a jamais fermé les églises. On n'a jamais fermé les églises, jamais. C'est vrai qu'il y a eu de temps en temps quelques prêtres un peu audacieux qui s'étaient mis à insulter les hommes politiques. Alors là, s'ils tombent là où les militants sont surexcités, on le chahute à la sortie de la messe. Mais jamais il y a eu un texte de... Il y a eu par contre un moment où devant ce qu'on appelle aujourd'hui les églises qui naissent à tout bout de champ, je crois qu'il y a un texte, un décret qui fixait le nombre d'églises à 7. À 7. Bon, les révolutionnaires qui avaient pris, à l'époque, on disait 7 religions, si chaque religion peut envoyer 100 chrétiens au ciel chaque mois, parmi les morts, là, c'est quand même pas mauvais. Maintenant, on a beaucoup plus de religions. Je ne sais pas si vraiment les morts là vont beaucoup nombreux au ciel. Mais enfin, ça, c'est autre chose. En gros, sur ce côté, l'Église et l'État n'ont jamais eu d'affrontement réel, malgré cette période où le marxisme a été prêché par les prédicateurs de tous les bords. Oui, cet élément est à souligner dans cette souplesse que l'État, les rapports que l'État a eu toujours avec les églises, avec l'Église, disons, avec l'Église et l'islam et tout. Cette espèce de... Donc, cette image qu'on vient de voir, c'est un peu cette période où on passe d'un socialisme qui était à tout le monde. Bon, à la fin, on l'a attribué à Massamba Deba en disant que c'est son socialisme bantou. Oui, parce que les valeurs qui étaient défendues dedans, tout le monde les a partagées. Mais on se dit, ces valeurs-là, il faut les faire évoluer pour arriver à un parti plus sélectif. Avec le PCT, on devient un parti de l'élite, de ceux qui sont conscients, qui vont en âme et conscience qu'ils vont pour défendre une ligne qu'on doit faire triompher. Maintenant, les autres peuvent rester des sympathisants. Et cette logique a prévalu et a vécu jusqu'à la conférence. Et après la conférence, bon, chacun a fait son sort dans les connus. La suite? La voix de la révolution congolaise. Il est 11h à Brazza-la-Verte, la voix de la révolution congolaise. Voici à présent notre bulletin flash. Le gouvernement nigérien a déclaré mercredi dernier qu'il était prématuré de rouvrir les 3 universités fermées depuis plus de 10 jours à la suite des violentes manifestations étudiantines. Nous vous souhaitons, camarades délégués, d'éminents résultats dans vos travaux et votre lutte pour l'éducation des enfants et des adolescents. Dans l'esprit de l'internationalisme, de la paix, de l'amitié et de l'unité anti-impérialiste pour le bonheur des enfants. Tout pour le peuple! Rien que pour le peuple! Tout pour le peuple! Rien que pour le peuple!
1972, la Coupe africaine des Nations. Ces 5 mots, Coupe d'Afrique des Nations, ont été pendant 12 jours à l'affiche de 2 villes, Yaoundé et Douala, sur les lèvres de toute une nation, le Cameroun, et dans les cœurs de toute l'Afrique. Nous accueillons avec la joie et dignité nos pays frères. Les spectateurs camerounais, enthousiastes, étaient venus par dizaines de milliers pour l'amour du football, mais il est vrai aussi pour assister surtout à la victoire de leur équipe face aux 7 autres nations qualifiées. À leur enthousiasme devait céder progressivement la déception après l'élimination du Cameroun. Bienvenue dans notre chère patrie. Je déclare ouvertes les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Tous les noms des pays participants étaient accueillis avec la même ferveur, la même sportivité et réunis sous une seule devise, que le meilleur gagne. Le président Ahidjo donnait alors symboliquement le coup d'envoi des compétitions. Le Cameroun prenait un bon départ en inscrivant 2 jolis buts pour son premier match face à une équipe du Kenya dont le jeu séduisit plus d'un spectateur. Sans convaincre, le Cameroun se qualifiait pour les demi-finales. Quant au Kenya, en l'absence d'un buteur, il était éliminé. À Douala, pour le groupe B, le choc Zaïre-Congo était craint par certains mais attendu de tous. Le match devait d'ailleurs se dérouler dans une parfaite correction. Quelques émotions cependant pour ce joueur zaïrois, mais finalement plus de peur que de mal. Et après 2 pannes de lumière, le Zaïre, par son avant-centre Ntumba, remportait la victoire et devenait le favori de l'épreuve. « 2 mars, demi-finale à Yaoundé. Le Congo-Brazzaville, qualifié par tirage au sort aux dépens du Maroc, créait la surprise en éliminant d'ailleurs très régulièrement le Cameroun par 1-0. Malgré les encouragements du président Ahidjo, le Cameroun, victime de la défaillance de certains éléments et abandonné par la réussite, n'accédait pas à la finale. Trois jours plus tard, apothéose avec une finale un peu inattendue. Le Mali, qui avait défait à Douala le Zaïre 4-3 après prolongation, rencontrait le Congo-Brazzaville. Le Mali, en première mi-temps, prenait l'avantage par un but de Diakité, mais en seconde mi-temps, la logique du sport était une fois de plus battue en brèche quand, par 2 fois, le Congolais Mbono permettait à son équipe de prendre l'avantage. Après l'égalisation, 2 minutes plus tard, Mbono inscrivait un 2e but de toute beauté. Enfin, François Mpelé, le joueur congolais opérant dans l'équipe française d'Ajaccio et l'un des meilleurs joueurs de cette coupe, achevait le triomphe de son équipe en marquant un 3e but. La victoire ne pouvait plus alors échapper à l'équipe congolaise. Une dernière